Bonjour à tous. Alors, une question pour démarrer. Un personnage peut-il rester juste quand l'histoire, elle, devient complètement injuste? C'est vraiment le dilemme qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. On va explorer ensemble comment le théâtre transforme les grandes crises politiques en de véritables conflits moraux, intenses et personnels. C'est, vous vous en doutez, une question absolument essentielle pour le bac de français. Voilà la question qui va nous servir de fil conducteur. Une juste cause peut-elle tout autoriser, y compris l'injustifiable? C'est une question qui nous force à réfléchir, à nous demander si la noblesse d'un but peut excuser des actes terribles. Gardons-la bien en tête, parce qu'elle hante absolument chaque personnage qu'on va croiser. Allez, on commence tout de suite avec deux figures monumentales. D'un côté, on a Kaliaïev dans Les Justes d'Albert Camus, de l'autre, le roi Christophe dans la grande tragédie d'Aimé Césaire. Et tous les deux sont littéralement déchirés entre leur conscience personnelle et ce que l'histoire semble exiger d'eux. Pour Kaliaïev, tout s'arrête. La mission est stoppée net. Pourquoi? La présence complètement inattendue des enfants. Leur innocence devient un absolu moral, quelque chose de plus fort que n'importe quel devoir politique. Face à leur regard grave, comme l'écrit Camus, l'arme lui tombe des mains. L'action révolutionnaire est suspendue. C'est un point de rupture. Et là, en contraste total, on a le roi Christophe. Lui, il soutient que l'injustice historique immense de l'esclavage l'oblige, au contraire, à exiger de son peuple des efforts surhumains pour enfin bâtir une nation. Pour lui, le collectif a subi un total outrage, et c'est précisément pour ça qu'il faut demander aux siens plus de travail, plus de foi, plus d'enthousiasme. La logique est complètement inversée. Cette opposition, elle est vraiment fondamentale. D'un côté, on a Kaliaïev, qui incarne ce qu'on pourrait appeler une éthique de la conviction. La pureté des moyens, c'est plus important que tout. Et de l'autre, Christophe, qui représente une éthique de la responsabilité. C'est la grandeur de l'objectif historique qui justifie la dureté, la violence même des actions. Souvent, ce conflit entre l'action et la morale, ça mène à une autre forme de crise, beaucoup plus intime, plus personnelle, la crise de l'identité. Et c'est exactement ce qu'on va explorer maintenant, avec la figure de l'exilé à travers les pièces d'Hélène Cixous et de Valérie Goman. Cette réplique, elle est terrible. C'est le père défunt de Sihanouk qui parle, comme en fantôme. Elle met en lumière le conflit de l'exil vu de l'extérieur. C'est une trahison à la fois politique et familiale, qui force le personnage à tout remettre en question, ses alliances, son identité, alors qu'il se retrouve protégé par ceux qui étaient autrefois ses pires ennemis. Ici, avec le monologue de Djibril, on plonge dans le trouble intérieur de l'exil. Sa vie en France, il la décrit presque comme une transaction, une existence qu'on lui a imposée, complètement déconnectée de ses origines. Un monde où l'on a boosté sa croissance, dit-il, en espérant faire de lui quelqu'un. Et là, regardez, le théâtre fait exploser les conventions. Le conflit, il n'est plus entre deux personnages sur une scène, mais bien à l'intérieur d'un seul esprit. Djibril, c'est une polyphonie de voix contradictoires qui se déchirent. Il y a Lisa, Lamy, Lilith. Chacune de ces voix représente une part de son identité fracturée, un chemin possible, une tension entre le passé et l'avenir. Bon, ces dilemmes moraux et psychologiques sont extrêmement puissants, on est d'accord, mais comment les auteurs font-ils pour nous les rendre si percutants sur scène? C'est le moment d'ouvrir notre boîte à outils d'analyse et de décortiquer un peu les techniques théâtrales qui donnent vie à ces conflits. Alors l'un des outils les plus puissants, c'est le monologue délibératif. Pensez à la confession de Kaliaïev ou au cauchemar de Djibril qu'on vient d'évoquer. La scène, à ce moment-là, elle devient comme une fenêtre ouverte sur leur âme. Le théâtre nous rend témoins de leur lutte intérieure. Et le dilemme du personnage, eh bien, il devient un peu le nôtre. Ce tableau, il est vraiment précieux. Il synthétise tout. Il nous montre très clairement qu'à chaque type de conflit, moral, politique, psychologique, correspond une forme dramatique précise. On passe du dialogue agonistique, c'est-à-dire un dialogue de pur affrontement, à la polyphonie. Le théâtre, en fait, choisit ses armes pour mettre en scène la complexité humaine. C'est un outil de révision absolument essentiel. Bien. Maintenant, concrètement, comment on applique tout ça aux exercices du bac? Comment est-ce qu'on peut utiliser cette analyse comparative dans un commentaire de texte ou dans une dissertation? Quelle que soit la nature du texte, le jour de l'examen, essayez de suivre ces étapes. 1. Identifier la nature du dilemme. 2. Analyser la forme dramatique, comment c'est écrit. 3. Interpréter les enjeux, qu'est-ce que ça nous dit de plus grand. Et 4. Comparer, mettez en perspective avec d'autres textes. Cette structure, elle vous garantit une analyse rigoureuse qui lie toujours la forme et le fond. Et c'est exactement ça que les correcteurs attendent. Donc, en résumé, ce qu'il faut absolument retenir, le théâtre, ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte. C'est un véritable laboratoire
où l'on expérimente les situations morales et politiques les plus extrêmes, il nous donne à voir la pensée en action, la délibération humaine, au moment précis où tout bascule. Et bien sûr, cette question reste entière. Ces dilemmes historiques, ils résonnent encore très fort aujourd'hui. Alors on peut se demander, quels sont les conflits, quels sont les choix impossibles que notre théâtre à nous, le théâtre contemporain, met en scène? C'est une excellente question pour ouvrir votre conclusion le jour du bac, et puis surtout pour prolonger la réflexion bien au-delà.